Dans le moment même de l'introduction que vient de faire Mathilde, je me suis rendu compte que je ne parle pas de caricatures qui ont été censurées. Euh, quand la notion de venir ici parler de tout ça a été publiée, je me suis dit, ah oui, j'en connais qui touchent à la censure et je pense que je comprends maintenant dans l'histoire de la caricature, peut-être que j'ai vécu l'histoire de la caricature au Québec. La caricature est souvent, moi en tout cas, ce qui me mène quelque part. Elle me mène vers la censure, elle m'a mené. Je suis sorti de l'école secondaire sans aucune notion d'histoire canadienne. C'est l'histoire de l'art et l'amour pour la caricature que j'ai amené depuis mon amour pour le dessin quand j'étais artiste visuel. On menait au pays, et c'est un pays adoptif parce que je suis migrant, je suis première génération, même pas né sur le territoire, mais j'ai grandi ici. Et je suis devenu québécois par adoption existentielle. Voilà. Alors, c'est. Alors, vous avez à l'écran, le pays de Godefroy Langlois, c'est un franc-maçon libéral de gauche, actif de la fin du 19e, début du 20e siècle, et peut-être personne qui connaissent sa production. Son journal, Le Pays, c'est le premier numéro du 15 janvier 1910. Et c'est un pays, c'est un journal qui signale une dérogation vis-à-vis du consensus social dans la population francophone autour de la bonne entente qui sévit entre les gouvernements qui succèdent au Québec, ces gouvernements et l'Église catholique qui dominent encore largement les mœurs canadiennes et françaises. En 1944, Robert Lapalme signe des caricatures qui s'en prennent ouvertement à l'abbé Lionel Groulx, alors que le caricaturiste est en train de pourfendre le Bloc populaire canadien d'André Laurando et de Maurice Raymond. Donc, un tout nouveau parti qui est sur l'échiquier à partir de 1942. Et le résurgent Maurice Duplessis, son nez qui fait sa propre affaire. Donc, il cherche à regagner le pouvoir. On est à 5 ans après la fin de son premier mandat, 36-39, et c'est une ambition qui sonnera par une victoire aux élections provinciales du 8 août 1944. Tout au long de cette période, les caricatures politiques que publient les grands journaux de masse s'abstiennent de commenter les institutions et les personnalités religieuses de notre belle province. Quelque manière que ce soit. Et je vous signale que je vais tenir mon texte et les diapositives à Mathilde, vous avez accès, car les constructions de phrases sont un peu particulières. Donc, alors que les abbés, Groulx et autres s'intéressent vivement et s'impliquent beaucoup dans la vie publique, culturelle et politique du Québec, leurs activités ne laissent aucune trace dans les productions des Albéric Bourgeois et Arthur Lévesque, qui sont les caricaturistes des grands journaux, La Presse, La Patrie. Et pour ce qui est du journal de Le Devoir, elle ne présente pas de caricature avant 1952. Alors, il y a un clivage, et c'est autour de ce clivage que je me suis proposé de réfléchir. Et en fait, le dessinateur qui m'inspire ici, c'est Robert Lapalme, qui se demande bien qui l'inspire lui. Alors qu'il a qui est dans des actions de son journal Le Canada, qu'on verra, qui est en train de s'attaquer à ces figures politiques et religieuses. Je veux tracer avec lui un chemin d'exploration de cette question du clivage, de l'absence religieuse dans la caricature au Québec, dans les années, dans la première moitié du XXe siècle. Et c'est une question qui se pose parce que le Québec se voit en certaines modalités en comparaison avec la France. La France
la caricature de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle est absolument remplie et craquée de dessins antisémites. Alors, comment ça se trouve ici? Ça s'explique assez facilement de manière générale, mais pour aller dans le précis, c'est ce qui m'intéresse ici. Donc, le dessin de la palme, pareil, tiens, je vais vous en donner un autre, qui ne fait pas partie de mon top, mais je voulais vous montrer, parce qu'il s'agit de la palme tard dans l'année qui se base, et malheureusement, l'image de comparaison est manquante, mais c'est le peintre du XVIe siècle, c'est Archibald, qui faisait des portraits avec des natures mortes, des bananes, des choses partout. Alors, et c'est Duplessis qui aurait pu être le héros d'une conférence sur la censure, puisque c'est la loi du cadenas de 1937 à laquelle on fait référence ici. Donc, il est revenu à la politique, n'étant plus quelqu'un qui couvre les jupes, ni qui est alcoolique, ce qu'il avait été, qui je suis marié à ma province. Et donc, voilà, c'est la palme avait une grande identité vis-à-vis de l'histoire de l'art, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, c'est ça. Nous sommes dans les pages du journal quotidien Le Canada, qui avait été fondé en 1903 avec pour but d'être le haut-parleur des structures politiques libérales et partis libéraux au pouvoir à Ottawa ainsi qu'à Québec, où dans les premiers mois de 1944, le premier ministre Abélard Godbout ne doute pas de supposer qu'il ne lui reste que quelques mois à son passage entre la première vague du fascisme et celle qui, à la suite de l'imminente élection provinciale du 8 août, ramènera au pouvoir l'Union nationale et Maurice Duplessis, et ce, jusqu'à la mort de celui-ci en septembre 1959. À Ottawa, la formation politique nationale des libéraux, menée par Mackenzie King, est à sa 8e année de son règne ininterrompu, qui ne prendra fin qu'en 1957. Son lieutenant pour le Québec, le ministre de la Justice, Ernest Lapointe, a piloté la volte-face du gouvernement King en 1942. Il n'y aurait pas de conscription, il y a eu la conscription, ainsi la crise de la conscription de cette année-là. C'est le vent qui tourne contre les libéraux de tout acabit depuis que la crise a ouvert une brèche dans la coalition Québec-Ottawa, unie en temps de guerre. Et ça, c'est important. Cette coalition en temps de guerre. Maurice Duplessis annonce son retour à la vie politique en 1943. Le Canada agit rapidement dans sa tentative de mobilisation de l'opinion publique. Et pour la première fois, le journal présente des caricatures politiques et rappelle depuis la ville de Québec, où il est installé depuis 6 ans, l'artiste Robert Lapalme. Lapalme ciblera surtout Maurice Duplessis pour les 16 ans à venir, et j'ai écrit tout un doctorat là-dessus. Mais le dessin qu'il signe dans l'édition du Canada pour le 19 février 1934 nous permet de révisiter la concertation entreprise par le journal envers et contre ce parti politique fondé dans la crise de 1942. C'est l'ancêtre du Bloc national d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Bloc populaire canadien, dont la co-direction est assurée par Maxime Raymond. Et valider la caricature avec une caricature antérieure de 1934 et une photo de Maxime Raymond, André Laurando, une synthèse fine d'un visage déjà assez fin, et déjà comme lui, qui est déjà vétéran des mouvements de la jeunesse catholique et l'Action nationale, et encore plus loin dans sa jeunesse, de cours de ballet. La féminisation, le drag, le travestisme et le spectacle se confondent dans la moquerie homophobe et misogyne que met sur pied le Canada, et la palme qui signe ici, la paloma. Au long de sa courte existence, le parti disparaîtra en 1948. Le Bloc populaire, est-ce que je vais trop vite? Est-ce que vous m'entendez? Se pose en tant qu'alternative aux partis qui ont dominé la politique canadienne depuis la Confédération, soit la politique des libéraux, la politique des conservateurs.
Le Bloc s'inspire de l'action sociale prônée par l'Église catholique au Québec, et ce depuis l'encyclique Verum Novarum, donnée par le pape Léon XIII en 1891. C'est une critique de la dominance économique du capitalisme, étroitement associée aux libéraux comme aux conservateurs. Et on se rappelle que l'Église a beau être targuée d'obscurantisme dans cette époque, et c'est un épithète qui colle à la complicité de Maurice Duplessis, et donc au concept envahissant de la grande noirceur. L'institution est aussi impliquée fortement dans une volonté de service social qui attire les acteurs de la réforme, tout autant que les acteurs plus réactionnaires. Et on peut penser ici au prêtre dominicain Georges-Henri Lévesque, qui a été fondateur de l'École des sciences sociales à l'Université de Laval en 1938. Mais dans le dessin qui nous occupe ici, ces autres aspects de la modernité culturelle et sociale qui ornent les figures de Raymond et Laurendeau contaminent par leur proximité cet autre acteur religieux de première importance pour la société francophone québécoise, l'abbé Lionel Groulx, future station de métro à Montréal. Prêtre, auteur prolifique, maître à penser de la jeunesse catholique nationaliste et historien tout aussi prolifique, titulaire de la première chaire d'histoire du Canada. Citons pour nos propos, et voilà le source du titre, L'appel de la race, un roman publié sur le pseudonyme coloré Allonnier de l'Est, l'anthologie Notre Maître le Passé, publiée dans les années de la Seconde Guerre mondiale, et enfin l'histoire du Canada français depuis la découverte, un ouvrage multivolume issu de son enseignement à l'Université de Montréal. El Loco Populario offre un chemin d'analyse qui peut nous amener à comprendre, j'espère, comment le burlesque et l'ironie sont convoqués pour évoquer, rendre éloquent, si on veut, le titre et le nom, la mise sous silence, comme composante essentielle à la construction d'une démarche satirique qui doit être forte lorsque l'objectif de celle-ci est la mobilisation de l'opinion publique. Va-t-elle réussir? Ça, c'est autre chose. Nous sommes dans un espace parsemé de détournements dans cette El Bloco Populario. Señorita Passionata Noendo bosse au premier plan en claquant des castagnettes de bloc qui sonnent. Sa jupe se balance au gré de ses mouvements, son gilet ouvert laisse apparaître sa poitrine toute poilée avec des côtes apparentes. Son visage souriant porte la petite moustache fringante avec ses yeux de raton laveur et ses lèvres délicates, distinguer l'apparence du véritable portrait Laurendeau. Derrière la señorita, Maxime Raymond s'agenouille et gratte sa guitare, chantant peut-être une ode tzigane. À l'arrière-plan, livré à un détournement qui nous empêche d'en entrevoir le visage, plongé dans sa lecture tout en étant le chapeau et lunettes venues. C'est ainsi par métonymie que ce clerc à la chevelure blanche rappelle au lectorat du Canada immanquablement l'abbé Lionel Groulx, dont on a signalé la célébrité. Il s'agit, à ma connaissance, de la première caricature d'une personnalité religieuse québécoise. Et si l'orthographe Laurendeau joue sur l'évidente faiblesse du jeu de mots pour en tirer du l'humour, l'abbé Groulx, tout comme Maxime Raymond, n'est pas identifié ni directement ni par jeu. Donc, il y a une sorte de... On enrobe par le silence et on monte par la... Et on ne montre même pas la totalité. Au journal Le Devoir, fondé en 1910 par Henri Bourassa, qui était étroitement associé sur le plan politique et social au Bloc populaire, l'éditorialiste Omer Héroux est choqué. Il exige que le Canada identifie le clair, que le CLERC soit clair, que le journal ait recours aux mots et qu'il explique pourquoi il est ainsi associé à une danseuse espagnole. Le 10 mars suivant,
Robert Lapalme offre une réponse à cette question d'Honoré-vous, un peu tardive. Il relance le différend par une mise en scène qui fait l'exposition de 5 siècles d'art hollandais qui se tenait alors à l'Art Association de Montréal, sur Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et soit en passant, il s'agissait du premier grand blockbuster de cette expo, parce qu'elle a attiré pour la première fois de l'histoire de l'Art Association de manière signifiante la population francophone de la ville de Montréal. Deux personnages qui sont fort probablement Edmond Turcotte, le directeur du Canada, et le diminutif Robert Lapalme, scrutent le premier d'une série de 4 portraits. On reconnaît ici de nouveau Maxime Raymond. Le chapeau ressemble au couvre-chef qui donne souvent la palme. À sa gauche, Maurice Duplessis, fringant et arborant, tout comme Raymond, un col à volant. Brandissent une feuille de papier ornée d'une étoile, et plus précisément d'une étoile de David. Suit le danseur espagnol Henri Lorando, coquette derrière un éventail, la tête couverte d'un châle. Et enfin, Lionel Brune, immédiatement reconnaissable à la caricature, à sa propre caricature, plus virtuose et moins polémique qu'on avait fait La Palme en 1934. Sur un chevalet trapu, La Palme s'est adressée directement au lecteur. En dépit de cette caricature, ne ratez pas la belle exposition d'art hollandais à la Galerie des Arts. Le sous-titre de la caricature, bien clair-obscur, mais plutôt clair-obscur. Encore un jeu de mots. Tiens, peut-être. Mais le devoir n'a pas été apaisé de toute façon. Est-ce un système? Demandez-moi. Omer Héroux, le 13 mars. Nous avons noté l'autre jour la caricature de Curé avec le coup de crayon du dessinateur anticlérical d'autrefois en France, qui avoisinait dans le Canada un homme politique déguisé en danseuse. Nous avons demandé au Canada ce que cet ecclésiastique venait faire dans le paysage. Le Canada ne nous a pas répondu. Mais il revient à la charge ce matin avec une nouvelle caricature qui, au-dessus de la légende clair-obscure, plutôt clair-obscure, affiche 4 têtes dont la première est encore celle d'un curé. Le cas paraît en effet plutôt clair qu'obscur, mais le Canada aura-t-il cette fois le courage de dire qui il vise? Parce que manifestement, Omer Héroux ne reconnaît pas, je ne sais pas, mais qu'il entend de la sorte tourner en ridicule, et s'il adopte là un système nouveau, un système que dédaignait jadis le pays lui-même. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse sortir les mots. Et ils reprochent à La Palme et au Canada de ne pas les sortir. Une fascinante autorité du mot sur l'image. Le pays a publié de nombreuses caricatures de 1910 à 1914, surtout sous la direction de Godefroy Langlois, et j'ai fait 3 catégories très rapidement. Alors, non anticlérical directement, mais critique assez virulente du mouton comme symbole national, qui empêche Baptiste d'arriver au progrès, le restant de l'Occident. Quelque chose au musée, c'est le musée Eden. Bon, alors, c'est presque du Damien Hirst avant la lettre. Mouton national encore, qui est tout triste parce qu'il écoute l'association Saint-Jean-Baptiste, ne veut rien de lui. Ce qui s'est passé pendant à peu près 2 ans, Oliver Asselin a été à la direction de la société. Et finalement, le mouton national est en train d'être barricadé par Baptiste. Donc, ça c'est l'anticléricalisme de ce pays dans toute autre foi, c'est-à-dire celui qui n'en était pas, et quand même une attaque contre les symboles. Ici, c'est la presse catholique, très, très, très conservatrice, qui devient sous la plume du dessinateur, dont je n'ai pas encore identifié le nom, les Chippies. C'est une démarche de démigration physique qui ressemble d'abord à celle qui est réservée aux Irlandais ou aux personnes africaines au 19e siècle dans la presse occidentale, ou c'est aussi la morphologie qui va être utilisée dans les stéréotypes des Juifs
dans la caricature antisémite. Donc, il y a tout un vocabulaire de déformation physique qui est accordé à la presse de droite et à ses représentantes. Et vous avez ici le fait que la pauvre République française de la liberté a été endommagée par des insultes de celles-là. Et finalement, la bibliothèque et de libre pensée, sortir l'éducation et la bibliothèque de l'emprise de l'Église était la mission dans le pays de Paul-Langlois et d'Oliver Asselin. C'est le règlement, jeune homme, si vous n'avez pas de certificat de votre ordinaire, je ne peux pas vous donner des livres bien extraordinaires. Et le lecteur dit, ben ça, c'est pas ordinaire. Ici, une référence assez étonnante à la Révolution mexicaine, depuis 1910, la province de Québec, on n'est plus rien mais quelques-uns à lutter contre l'instruction obligatoire. Donc, c'était la position de l'Église, hein? Il ne faut pas avoir de l'instruction obligatoire. J'entends dire que vous nous lâchez. C'était en cours au Yucatan, mais là, ça ne sera plus. C'est bien vilain de votre part, et le Yucatan qui dit, écoutez, la mère, je n'ai pas comme vous de mission providentielle, caramba. Il faut bien que je m'aide un peu. Et la ligne directrice de l'Église au Québec, c'était que le Québec, la province du Québec, était un pays francophone catholique par mission providentielle. Donc, le pays était allé le plus loin dans l'histoire du XXe siècle en faisant des critiques assez rondes de l'Église. Je pense que je devrais céder ma parole. 3 minutes peut-être? Facilement. OK. Alors, là, j'ai résumé. Ah oui. J'ai cité le nom d'Oliver Asselin et j'y reviens ici. C'est Oliver Asselin fondera le journal L'Ordre. Donc, c'est lui qui avait, entre autres, championné donc, les 3 catégories, c'est-à-dire une presse libre, bibliothèque publique séculaire, instruction obligatoire, séculaire aussi, et enlever de la symbolique nationaliste le mouton et Saint-Jean. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un homme séculariste, mais qui est profondément catholique et croyant lui-même. Et à la fin de sa carrière, vers la fin de sa carrière, il fonde ce journal d'ordre, quotidien de culture française et de renaissance nationale, une aventure qui dure jusqu'en 1 an et 3 mois, jusqu'à ce que l'Église pose un interdit. L'Évêque de Montréal continue un interdit sur la lecture de l'ordre. C'est là qu'avait été publié le 13 septembre 1934 le dessin géométrique virtuose, que je vous ai montré. Donc, c'est nos gloires nationales. Et l'histoire est en train d'être glorieusement écrite par l'abbé Gros. Oliver, la vision humaniste d'Oliver Asselin l'amène à publier une image assez surprenante pour le Québec le 28 juillet 1934. C'est celle-ci. Le Christ au pays des gaz. En fait, c'est une reprise d'un dessin de George Grosz, artiste expressionniste satirique allemand qui avait fait la Première Guerre mondiale, suite à quoi il a livré une œuvre satirique d'une très grande violence pour justement prendre le statu quo d'avant-guerre et pour utiliser la cause socialiste ou communiste. Grosz l'avait dessiné pour un spectacle tiré du roman satirique Les aventures du bon soldat Schweik, Jaroslav Hašek, qui a été mis en scène à Berlin en 1928. Un spectacle que les autorités ont amené en cours, chargeant les responsables de la production pour atteindre aux mœurs publiques, blasphème et obscénité. Acquitté, Grosz a réussi à fuir l'Allemagne quelques jours à peine après l'avènement au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. Il trouve refuge aux États-Unis. Son histoire en fait une célébrité, le sujet d'articles dans les revues nationales comme Time Magazine.
Et la teneur du catholicisme pourtant dévoué à cela était bien loin donc de celui réactionnaire du journal Le Devoir, qui en 1934, comme en 1944, suit les préceptes conservateurs nationalistes de son fondateur Henri Bourassa. En mars 1944, Omer Héroux, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, c'est ça. Pouvait croire que la caricature anticléricale de la France révolutionnaire et de la Troisième République était une chose révolue depuis longtemps. Euh, on a vu, même le pays ne s'abaissait pas à ce point. Mais son commentaire montre tout de même qu'Héroux redoute en 1944 qu'une attaque qui ne pouvait pas être verbale était alors visuelle. Le Canada a dûment fait feu de ce bois. Les dessins de la balle intriguent M. Omer Héroux du Devoir. Il se demande pour la seconde fois qui est ce personnage que l'on voit se profiler derrière M. Henri Lerandeau, figuré dans la galerie des maîtres de la pensée politique nationale blocade. Nous avons posé la question à la balle et il nous a donné l'assurance qu'il ne s'agit pas de l'abbé Maheu. N'agissez pas, à présent, M. Héroux pourra dormir tranquille. Ce à quoi le Devoir répond: nous avons prié le Canada de dire l'ecclésiastique caricature et essaye par là de livrer à la risée publique. Le Canada s'imagine-t-il qu'il va s'en tirer avec cette dérobade, puisqu'il accepte de publier les caricatures de la panne s'il ne les a point, ce qui est infiniment plus probable, lui-même commandé. Il est donc au moins le courage d'en avouer l'objet. Et voilà qu'ils disent nettement qu'ils finalement cède la parole à un chroniqueur le grincheux. La page caricaturiste au Canada, c'est ainsi que c'est appelé dans le Devoir, ne se trouve-t-il, ce qui est une folie scatologique assez rare. Donc, on est en colère sur le Devoir. Ne trouve-t-il pas, comme je dirais, à brûler maintenant ce qu'il adorait lorsqu'il était membre actif et enthousiaste des jeunesses patriotes, aux côtés des André Laurando et autres? Dans le cas où ces caricatures aujourd'hui reflèteraient ses opinions, il aurait quelque peu évolué. Il peut n'être toutefois que l'interprète des idées d'autrui. Le fait s'est déjà vu en caricature. Pourquoi ne ferait-il alors pas connaître les collaborateurs éventuels qui inspirent ces crayons? Le génie de l'inspiration est un génie comme un autre et mérite d'être connu. On cherche les noms des collaborateurs pour des images qui, comme dit le théoriste américain W.J.T. Mitchell, et donc arrêter là-dessus, dans son livre Que veulent les images, il passe très longtemps à lui dire ce que veulent les images, et finalement, il dit à mi-chemin dans le livre, je sais bien que les images ne sont pas là en train de vouloir quelque chose de nous, mais ce qui est important, c'est que nous agissons comme si les images veulent quelque chose de nous. Et là s'épingle dans la société québécoise et dans l'histoire de cette société, cette très étrange relation entre le dit et le non-dit, entre ce qu'ils disent versus ce qu'ils disent, le visuel et le texte, mais c'est dans cet espace-là que se glissent parfois les critiques les plus assez intéressantes, mais aussi, comme on voit, la volonté d'une force qui veut contrôler, censurer, et qui n'arrive pas à le faire si on ne leur donne pas les noms équipables. Alors, merci de votre réponse.